On est peut-être le 5, le 4, 5 septembre, peu importe. Et je reprends cette thématique du voyage au bout de soi. Et j'essaie de d'utiliser ce terme un peu, un peu sélect, un peu pédant, même un tout petit peu pédant, leur soi dans son articulation à l'autre, soit dans son rapport à l'autre. J'ai entendu parler d'une sorte d'individuation dans le champ social, un champ social qui serait devenu une sorte d'agrégat d'ego et d'individualité et en fait de destin à chaque fois différent. Bien entendu, la différence a toujours été là. Des différences d'ordre, j'allais dire, physiologique. Quelqu'un est plus grand qu'un autre, plus fort, moins fort. Il y a toujours une différence ou un ensemble d'éléments qui différencie une personne d'une autre, l'aspect physique, la voix, la capacité à se faire comprendre des autres, à entraîner les autres, la capacité de retenir certaines choses plutôt que d'autres. Il y a toujours des éléments qui font que les gens ne sont pas des copies ou des reproductions les uns les autres. C'est différent. On peut avoir aussi, je ne sais pas, je dirais quelqu'un qui a un salaire assez modeste, mais qui s'arrange quand même pour faire de l'épargne. C'est une chose totalement inconcevable, mais imaginons que quelqu'un fasse un peu d'épargne malgré que son identique en socialité, lui n'en fasse pas, en revenu n'en fasse pas, parce que c'est presque impossible. Mais imaginons qu'il y ait, comme ces histoires, c'est presque, ça devient pitoyable, ça devient, je ne sais pas comment dire, comme ces choses dont j'ai un peu de doute, mais c'est mères au foyer qui essayaient d'économiser un peu d'huile de table ou des choses comme ça, des éléments essentiels à la vie, et qui est tenté de la revendre à l'épicier. C'est comme ça. À la base, on achète de quoi se satisfaire, de quoi utiliser au fur et à mesure. Tous les jours, on achète un peu d'huile. Alors, on imagine cette ménagère, chaque fois, elle va acheter 10, on va dire, entre 5 et 10 centilitres d'huile de table. Et puis finalement, elle va économiser à chaque fois 1 centilitre ou un demi-centilitre. Et jusqu'à ce qu'au bout de, je ne sais pas, quelques semaines, que cela fasse, tiens, un quart. Ça fasse une... Et donc, 200 centilitres, non, pas 200, que ça fasse 50 centilitres ou peut-être 200 centilitres, que ça fasse une quantité assez importante. Donc, elle va la revendre à l'épicier pour acheter autre chose, parce qu'elle a besoin d'autre chose aussi. Elle a toujours besoin d'huile de table, mais elle va quand même essayer, je ne sais pas, ou mettre de l'argent de côté un peu. Voilà l'idée de l'épargne absurde, l'épargne minimale, basique, infra-basique même.
Et puis voilà donc euh, quelque part euh, et ça se décline sur toutes les choses donc essentielles. Je sais pas, ça peut être le sucre, ça peut être la farine, je sais rien. En tout cas, on peut décliner ça sur toute une série d'aliments essentiels. Voilà donc que la personne qui a des revenus très modestes a quand même épargné d'une façon presque miraculeuse. Voilà la différence donc entre les gens. Mais fondamentalement, il, euh, celui qui a épargné dans la douleur ou ne va pas en faire un motif de fierté, il ne va pas se dire moi j'ai quelque chose. Il n'a rien. Fondamentalement, il n'a rien. Ce qu'il a pu mettre de côté est négligeable. Donc il reste dans la même classe que celui qui n'épargne rien, qui ne met rien de côté. Celui qui est normal, qui, qui, euh, qui fait avec l'argent qu'il a et qui sûrement a des difficultés à satisfaire ses besoins. Parce qu'on part toujours de l'hypothèse que c'est un revenu insuffisant. Et, et voilà comment on peut rejoindre, parce que fondamentalement, quoi qu'on fasse, même si on apparaît différent, même si on paraît différent, même si il y a une sorte de compétition silencieuse ou infra-audible, infra, je ne sais pas, consciente, quelque chose de l'ordre à compétition. Alors on va revenir sur le principe de la compétition, qui est le fondement même de la nature humaine, etc. Bon, on peut toujours en discuter. Compétition, j'allais dire, presque compétition presque comment on peut appeler ça, en tout cas on peut accepter d'utiliser la notion de compétition, mais sans en tirer beaucoup de conclusions ou d'enseignements. C'est euh, voilà quelque part donc finalement le soi en rapport avec l'autre, il y a beaucoup d'éléments. Et on peut croire qu'une personne dit je suis moi, on peut croire qu'il y a là, et donc pour ces paroles aussi mises avec, comment dire, mises sur Internet et qui pourraient faire croire qu'il y a de la part d'une personne une volonté de se mettre en avant. Non, non, ce n'est pas vrai. Donc, il n'y a pas du tout de volonté ou de désir de semblable. Il y a juste une volonté de s'adresser à l'autre qui est devenue injoignable. L'autre qui est devenu inapprochable. L'absence de l'autre fait que on ressente le besoin quand même d'entrer en contact avec lui par les moyens les plus, j'allais dire, les moins ordinaires, les plus singuliers. C'est un moyen singulier, largement pas acceptable, mais on s'accommode un peu, voilà. On espère toujours un jour rencontrer quelqu'un, ce quelqu'un, évidemment, en termes génériques, rencontrer à travers euh, ces rencontrés.
finalement, donc, je ne sais plus ce que je dois dire à travers ou travers. Je ne sais pas. Rencontrer quelqu'un grâce à ces formes de prise de parole. En tout cas, donc, voyage au bout de soi et l'articulation de soi, soi et son articulation à l'autre. Et qu'est-ce qui fait de nous, évidemment, la question des êtres quelque peu individuels? C'est un tas d'éléments dont nous avons hérité, d'autres éléments, évidemment, nous n'en sommes pas responsables, et puis d'autres éléments d'autres faits, événements qui nous traversent. Et, je ne sais pas, je suis comme un autre, et puis la seule différence qui va se produire, c'est que moi je vais arriver plus tôt ou plus tard à quelque chose, à un endroit, par exemple, et je vais de ce fait donc avoir soit être en avant, en avance sur lui, ou être en retard. Je vais peut-être bénéficier de quelque chose, ou peut-être lui qui va se saisir de ce bénéfice. Donc quelque part, c'est uniquement une histoire de temps, quelquefois, une histoire, je ne sais pas, pour imaginer que des tas de choses qui ne sont pas fondamentales, mais qui peuvent peuvent être décisives dans un concours de circonstances, dans une sorte de suite d'événements ou de micro-événements. Ce que je suis, c'est j'allais dire, voilà, je peux arriver au concept de la micro-individualité. Et non pas de l'individualité du cours, j'ai une micro-individualité. Et je ne suis pas différent, malgré tout ce que je peux. Notre environnement est le même, et nous disposons des mêmes sens, et souvent nous avons un rapport avec les choses qui nous environnent, un peu le même rapport. C'est juste que moi, je peux par exemple, certains en tout cas parfois, certains vont utiliser ces éléments offerts pour construire une histoire, pour imaginer quelque chose. D'autres vont se contenter d'observer, d'autres vont retenir un élément en particulier, et ça va être la base de quelque chose qui va les accompagner pendant un certain temps. C'est des éléments fondamentalement qui ne nous rendent pas dissemblables. Donc cette histoire de voyage au bout de soi, c'est voyage au bout de l'autre, voyage au bout de l'humain, voyage au bout de... c'est... comment dire, ce sont des éléments, ce sont les mêmes éléments au départ. Et selon la disposition qu'on va leur donner, ou selon je ne sais pas quoi, on va peut-être faire naître des histoires différentes. On parle de capital culturel, ça il faut pas l'occulter. Mais imaginons, je ne sais pas, il y a des gens qui vous étonnent, comme fois j'ai entendu quelqu'un d'assez jeune qui parlait d'une façon totalement ahurissante, comme un adulte, où il avait quelque chose de vraiment particulier dans la façon qu'il avait de dire les mots. On peut rencontrer aussi des gens qui parlent très vite, on peut rencontrer aussi des gens qui ont une diction tellement facile, qui nous est
qui nous ébahissent, qui nous finalement, qui nous rendent totalement, je veux dire, qui nous laissent un peu sur le cul, pour le dire simplement. Après, moi, qui muet dans un contexte linguistique particulier, ben, la voix que j'ai, la voix d'homme que j'ai, ben, je l'ai dans une langue et je ne l'ai pas dans le français. Et quelque chose quelquefois, qui me fait un peu tendre l'oreille, c'est quand j'entends des ados, des post-ados, on va dire des ados qui ont cette voix, qui est muet, voix grave, et qui vraiment, que je leur envie, parce que ça fait la voix très mec, une voix vraiment, tout ce qui est le plus viril. On a l'impression qu'ils ont encore toute ils ont cela qui n'a pas encore été émoussé. Il y a une voix. Après, on peut rencontrer peut-être ces mêmes personnes, ben, au bout d'un moment, je ne sais pas, ils ont commencé à parler d'une voix douce, alors qu'en fait, au moment de l'adolescence, au moment de la puberté, ils avaient c'est peut-être pendant la phase de mue, et j'en sais rien, j'ai pas cherché à m'instruire sur cette question-là. En tout cas, l'autre, dans son articulation à soi ou l'inverse, en tout cas, on imagine souvent un discours, il s'adresse à qui? Souvent, par exemple, j'ai entendu quelqu'un parler, je l'ai entendu dans deux moments différents. Il parlait de la même chose, mais il était soumis à des questions de deux personnes différentes. Donc ça ne se passait pas de la même façon. Mais c'est vrai que la personne, souvent, qui est interrogée, elle oublie qu'elle s'adresse, et que ses réponses doivent plutôt s'adresser à l'absent, à celui qui va écouter, pas à son interlocuteur ou à son interrogateur. Lui n'est qu'une sorte j'allais dire, d'animateur, une sorte de sparring partner, comment dire, ça vous, comment dire, ça doit un peu, bien sûr, ça doit avoir une influence. On ne peut pas, quelqu'un qui vous attaque de façon frontale, vous ne pouvez pas vous en abstraire, mais vous devez quand même rester vigilant, rester conscient que vos paroles vont continuer d'exister bien après le moment pendant lequel vous êtes interrogé, et que ces paroles vont être écoutées par des tas de gens. Et il ne s'agit pas, de vaincre un adversaire qu'on a en face de soi, il s'agit de convaincre des gens qui vont être très nombreux et surtout dans des contextes très, très, très variés. Et seulement à qui s'adresse le discours j'allais dire, le développement qu'on fait pour convaincre. Quand on essaie de convaincre quelqu'un en face, il faudrait penser à convaincre quelqu'un qui n'est pas là, mais qui va être là. Comme un livre, c'est peut-être plus facile pour cela, parce que le livre, il est fait dans une sorte j'allais dire, d'abstraction de l'autre. Il y a un autre, mais il est générique, il n'est pas identifié. Donc c'est un autre qui peut un peu concerner tout le monde. Voilà le problème de la prise de parole, comme je suis en train de faire maintenant.
c'est que il reste ce désir. Voilà, donc le problème est que il y a une volonté de montrer son côté brillant. Comme dirait quelqu'un, on pourrait terrasser quelqu'un, mais qu'est-ce qu'on a gagné à la fin? L'idée, ce n'est pas d'être brillant, de convoquer des figures de style, de faire référence à sa culture, j'allais dire antique, son compagnonnage avec les antiques ou des choses comme ça. Il s'agit de voir quel est en fait l'intérêt de ce qu'on dit par rapport à la personne qui vit actuellement, qui pourrait être là un peu plus tard, s'il y a une sorte comment dire, si ce qu'on dit a bénéficié d'une sorte de postérité, ce qui n'est pas toujours acquis. En tout cas, voilà une chose à qui s'adresse une parole, un discours, une démonstration, un plaidoyer, voilà, quelque chose comme ça. Est-ce que... voilà, donc, voyage au bout de soi et prendre la parole sans, comme ça, c'est prendre un risque de se planter magistralement. Alors je reste au niveau des mots, si des mots veulent bien se présenter sur ma langue, s'ils veulent bien me prêter leur concours, voilà, donc j'en serai très satisfait et je l'en serai très reconnaissant. Après, voilà, comme non, la réflexion ne fait pas tout. Parce que la réflexion, l'intellectualisme, la profondeur ne fait pas tout. Et elle cherche plutôt à se saisir de la réalité, mais en fait, elle ne se saisit que d'une partie de la réalité. Nos sociétés tiennent beaucoup sur une sorte d'illusion. Si jamais il y a quelque chose qui pourrait les atteindre, si jamais il y a une catastrophe majeure, on reviendrait à des... je n'en sais rien, toute la paix civile qu'on peut observer, par exemple, un peu la soumission des gens aux lois, etc., etc., tout cela pourrait disparaître. Un pays qui est actuellement configuré d'une certaine façon pourrait très bien éclater, se morceler. Les seigneurs de la guerre, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à l'histoire. Les seigneurs de la guerre peuvent très bien revenir et n'importe où. On peut les appeler seigneurs de la guerre, on peut les appeler nobles, on peut les appeler seigneurs, on peut appeler les seigneurs tout court, on peut les appeler comme on veut, mais il y a toujours le risque du morcellement d'un territoire qui est unifié. Et il y a aussi tout le cadre de vie qui pourrait éclater. Et à ce moment-là, toute la socialité pourrait basculer, pourrait se modifier de façon totalement, ça pourrait être quelque chose, non pas d'inédit, mais quelque chose de brut, d'extrême ou de totalement différent, je ne sais pas comment le dire. En tout cas, je suis en train de parler, j'ai perdu un peu l'intérêt pour la parole depuis un moment. Je sais pas. En fait, j'avais envie juste de dire articuler.
soit articulé à l'autre ou articulé au monde et choses comme ça. C'était juste pour le mot articulé. J'avais envie, parce que j'ai été assez... j'ai écouté quelqu'un qui était capable, plus jeune que moi certainement, qui était capable d'articuler ou de faire un peu tenir des raisonnements, des concepts, etc. Et qui obligatoirement m'aide un peu à... m'aide, non, m'aide dans la compréhension d'un phénomène peut-être, mais je constate à quel point moi-même je suis incapable d'avancer un raisonnement, j'allais dire, non pas original, mais un raisonnement qui puisse tenir un peu compte des, des éléments dans une sorte de progressivité de l'analyse aux progressivité du rapport à l'événement, comme par exemple pour ce qui est du vote. Évidemment, je suis resté, comme des tas de gens, j'imagine, à l'idée de la délégation, refuser de voter parce qu'on délègue. Mais c'est vrai que il y a et donc il y a des gens qui refusent de voter, mais qui n'expliquent pas pourquoi. À part évidemment cette histoire, un peu cet argument un peu trop facile, mais un peu se comment dire, se démettre de sa, un peu mettre, se démettre de son pouvoir au bénéfice, au profit de quelqu'un d'autre. Je sais pas, non pas se démettre, mais qu'est-ce qu'il est possible de dire. Et en plus, je me trompe sur les verbes, je me trompe sur les mots. Qu'est-ce qu'il est possible de dire? Et en fait, on a besoin, c'est vrai qu'on a besoin de propos hors de soi pour pouvoir un peu se nourrir, mais quand il n'y a pas de dialogue, quand il y a j'écoute, ça fait pas, c'est pas assez dynamique pour que quelque chose puisse un peu se produire à l'intérieur de moi-même. C'est j'écoute, mais je suis incapable de répondre. Je réponds quelquefois, je sais pas, j'entends parler d'un sujet et je dis non, et c'est tout, ça s'arrête là, ou silencieusement dans ma tête, je commence à élever une sorte de contre-argument, mais ça s'arrête là, ça s'arrête très vite. Donc il n'y a pas de débat, on ne peut pas avoir un débat avec quelqu'un qui n'est pas là. Donc soit on écoute, on écoute et on ne dit rien, et on écoute un peu d'une oreille un peu distraite malgré tout, et soit on arrête d'écouter parce qu'on n'est pas d'accord, et puis et ça se termine là. Quand on a quelqu'un en face, si on n'est pas d'accord avec, on s'en va pas, on reste quand même, et on essaie d'arriver à quelque chose. Soit convaincre, soit être convaincu soi-même par l'argumentaire de l'autre. Et c'est cela le problème. Alors ça se voit dans ma façon de parler, ça se voit que je suis un peu un peu un peu perdu, un peu dans une sorte de situation sans pas claire. Tout cela n'est pas tout cela se mélange un peu et les choses un peu se rentrent les unes dans les autres, et c'est pas évident à voir quelle est en fait finalement la chose que je veux dire précisément. Ouais, il y a... Et je ne me rappelle même pas de l'argumentaire contre le vote que j'ai entendu hier. Bon, en tout cas, je sais pas. Donc, mais c'est pas spécialement ce qui m'intéresse le plus, puisque je ne vote pas. Donc, je suis empêché de voter. Donc, c'est pas, je suis pas concerné
de façon, je veux dire, directe par rapport à la question. Après, après, on est là et puis on n'est plus là. À un moment où on n'est plus là, qu'est-ce qui reste des mots qu'on a dit ou qu'on a un peu plus ou moins arrangés, qu'est-ce qui reste? L'autre, on pourrait en fait finalement, il pourrait dire que, pour revenir un peu sur l'autre et essayer de l'approcher différemment, l'autre est une denrée essentielle, un peu une sorte de matière première, je veux dire, nécessaire à la fabrication de soi, à la fabrication de tout. Mais on pourrait passer toute notre vie à essayer de fabriquer quelque chose dont on sait qu'on a besoin, mais on fait des expériences. On tente des mélanges, etc. On passe par des tas de combinaisons, mais finalement, à la fin, ben, on n'a rien. On n'a toujours pas le produit qu'on recherche, qu'on a recherché. L'être, l'autre dont on a réellement besoin, ben, finalement, on ne l'a pas trouvé. On l'a beaucoup cherché, on a cru l'avoir trouvé, et puis finalement, on ne l'a pas trouvé. Il n'est pas là. Alors que peut-être qu'il n'existe pas, que ce désir-là est un désir qui est totalement construit sur quelque chose qu'on ne peut pas identifier. La figure du jumeau disparu m'avait paru à un moment donné un peu résoudre cette énigme et répondre à cette angoisse. Quelque part, j'ai un manque. J'ai un manque, et ce manque, il est de quel ordre, de quelle nature? Et il est d'ordre physique, affectif, simplement cérébral, simplement de l'ordre dans les sens par rapport à quelque chose qui manque à mes sens ou quelque chose que je n'arrive pas à imaginer, quelque chose qui m'échappe toujours. L'idée n'est pas de trouver quelqu'un qui soit semblable à soi. Et ce n'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, bien sûr, soit on est en déplacement. Les choses, si on a la chance évidemment de rester en mouvement, les choses que nous avions un peu prises pour des fondamentaux, on pourrait, avec le temps, on commence un peu à les interroger, à les déplacer, et ils deviennent des éléments sans importance, sans intérêt même quelquefois. Alors évidemment, on pourrait rencontrer quelqu'un et se mettre d'accord sur des choses, et puis finalement se rendre compte que cette chose-là, c'était pas ça. Même si... Et donc finalement, l'autre, il sert un peu comme pour essayer de... comment dire, un peu l'idée qu'on a peut-être à disposition ou pas quelques éléments, et ces éléments, pour les mettre un peu en fonctionnement, pour les faire démarrer, il faut quelqu'un. Il faut quelqu'un. Alors évidemment, quel est cet ingrédient qui nous manque pour pouvoir commencer à se sentir pleinement en capacité d'interagir avec l'extérieur, avec l'environnement. Donc finalement, l'autre, c'est ce qui permet évidemment de voir ce qu'on n'arrive pas à voir soi-même, mais l'autre, ce serait celui qui évidemment révèle un peu les défauts ou les lacunes
dans une pensée, les révèle de façon comme ça assez les dénudrer une pensée, un peu exposerait ses points faibles pour qu'il puisse y avoir une correction. Et puis, qu'est-ce qu'il peut y avoir l'autre? L'autre, c'est l'autre dans une sorte, non pas d'anticipation, mais un peu, peut-être cette sorte de lièvre, mais finalement un lièvre qui devient, qui change et un coup lièvre, un coup pas, quelqu'un qui vous entraîne. Et souvent on a cette, cette, on a cette tendance à décrocher. Et parce que justement on est seul dans la course de la vie, on est seul, on décroche parce qu'on est seul. Alors, on a besoin d'être accompagné dans cette course, pas d'une seule personne, mais d'une foule, euh, pour pouvoir trouver les ressources nécessaires pour pouvoir arriver au bout de la course. Décrocher, se retirer, arrêter, c'est toujours très, très décevant et ça laisse des traces assez difficiles à éliminer. Alors, quelque part, soit dans l'articulation, un autre, ouais, une sorte de sauveur, une sorte de, non pas un prophète, mais une sorte de sauveur, quelqu'un qui pourrait un peu vous sauver de vous-même, puisque vous êtes sur le point, un peu de déclarer forfait pour toujours, à le point de basculer dans le néant. Il voulait qu'on vienne un peu vous secourir, hein, au sortir de là. Bah, finalement, j'ai parlé, j'ai pas réussi à m'installer dans cette. C'est vrai, voyage au bout de soi. Si je veux revenir un peu sur la façon classique que j'ai de traiter ce thème, comment ça fonctionne une psyché, comment ça fonctionne un état psychique, comment s'instaure un état d'équilibre. En fait, on est dans un entre-deux, on n'est pas joyeux, on n'est pas content, mais en même temps, on ne se sent pas défait, on ne se sent pas détruit. Il n'y a personne, l'autre n'est pas là, inexistant. Je devrais plutôt être dans une situation d'effondrement, et pourtant, je ne le suis pas. Alors, est-ce que cet effondrement il est juste, il va se produire? Est-ce qu'il ne va pas se produire? Comment faire, puisque les éléments brutaux, les éléments déstructurants sont là, et ils sont en quantité, et j'allais dire en qualité aussi, pourquoi pas. Et ces éléments-là sont, soit on se sent amoindri, on se sent différent, physiquement parlant, il y a là toutes les marques de la sénescence qui approchent, mais aussi il y a des choses alors qui arrivent, qui signifient un peu une rupture radicale avec ce qui a précédé, une rupture définitive. Mais pour vivre, pour continuer de vivre, il faut presque jouer un peu à la
non pas à l'inconscient, mais à celui qui s'occupe de façon, je vais dire, presque continue avec un jouet qu'il a tout le temps pris par une sorte d'occupation inutile, mais utile dans le rôle qu'elle a de le déconnecter, de l'abstraire, du réel, qui est qui est quelque chose à laquelle il ne peut pas faire face. Oui. Alors, je suis dans le réel, évidemment, je ne peux pas le nier, mais je suis pas, j'y suis pas avec ma totalité. J'y suis d'une façon qui est un peu juste. Je jette un coup d'œil. Je ne suis pas totalement dans le réel. Alors, évidemment, cette parole qui est un peu presque qui se passe bizarrement. J'avais envie d'arrêter et puis finalement j'ai continué. J'ai continué parce qu'il faut que je me lance. Si j'arrête, évidemment parce que personne ne vient sur mes chaînes, si j'arrête, ben, j'aurai un peu... ouais, parce que, ah tiens, j'ai fait un truc, on ne m'a pas remercié, on ne m'a pas gratifié, alors j'arrête. J'aurais fait quoi? J'aurais fait acte de réactivité un peu trop facile. On s'intéresse à moi, alors je continue. On ne s'intéresse pas à moi, j'arrête. Non. Et donc là, c'est la première fois que je parle depuis 3 ou 4 jours. Et donc, ça fait difficile. C'est difficile. Et après, évidemment, si je prends la parole après cette première, je vais être plus clair, mieux disposé, je me perdrai moins, etc., etc. Mais je garde cet élément de perte, donc que je voulais effacer, mais je le garde parce qu'il est expressif, parce qu'il permet de comprendre un peu comment la pensée, quelquefois, c'est un des visages de la pensée. Une pensée claire, j'allais dire, qui est démonstrative, explicative, je sais pas, je pourrais même dire dialectique, qui se réfère à ce qu'il faut, qui convoque les éléments dont elle a besoin pour mieux se présenter. On peut avoir comme ça des gens, on pourrait dire, super chargés en connaissances, qui ont la capacité de lier ce qui est pas évident à lier, à mettre ensemble, à parler de tel processus, à expliquer tel phénomène, à les mettre dans un contexte ou un autre. Des gens qui sont dotés d'une mémoire et d'une présence. Alors évidemment, même pour les détails les plus insignifiants, même pour les noms, ils sont autant capables de convoquer l'histoire que les sciences humaines, sociologie ou anthropologie qui sont là. Ouais, on pourrait toujours faire cela, mais on pourrait aussi dire que l'esprit humain, si on peut l'appeler ainsi, est aussi un lieu où il se passe des choses pas évidentes, pas claires, qu'il il peut donner l'impression d'être totalement un peu presque opaque
presque incompréhensible. Et il y a, je sais pas, un cours d'eau, c'est toujours, on va dire, on nous a appris qu'un cours d'eau, ça va toujours vers la mer. Alors ça constitue par un premier cours d'eau, puis un fleuve, une rivière, un fleuve, etc. Et comme si il y a une, à part les rivières qui coulent un peu, dans le désert, qui n'arrivent pas à la mer, mais en général, c'est une pensée doit être quelque chose qui a un point de départ et qui va un peu suivre plusieurs embranchements, elle va emprunter des chemins multiples parce que c'est nécessaire, comme cela, pour devenir une pensée. Donc elle part d'un postulat très simple et il faut qu'elle se charge en éléments, en postulats, en propos, etc., en diverses j'allais dire, pour pouvoir... mais là, normalement, si la finalité, c'est d'aller se mélanger ou d'aller un peu faire une sorte de suicide, mourir dans la grande étendue de l'eau salée, je vois pas trop l'intérêt, mais l'image, elle est pas bonne. En tout cas, pour y dire, oui, la pensée, quelquefois, elle est là comme exposée dans dans sa, dans sa donc, non pas de sa complexité, mais dans un peu comme mise à nu, voilà, il y a là cet élément qui là, mais qui ne communique pas avec un autre élément. Il y a là un aspect qui est, je sais pas, tout cela est exposé un peu à nu, et finalement, ça donne pas, ça permet pas de comprendre un peu l'ensemble. Ce sont des éléments un peu qui éparent ou qu'on a éparpillés, et un peu dans cet état, ça semble pas faire corps. En tout cas, c'est selon, comment dire, on est un peu à la fin de notre vie comme un peu, il y a des choses qu'on a perdues en route, mais c'est comme si on s'était un peu chargé en éléments. Alors, quand on nous parle, c'est voilà, c'est ce que nous avons accumulé. Et quelquefois, nous sommes ça, et pas plus. Ou alors nous sommes surtout ça, mais quelquefois nous pouvons être autre chose, mais nous sommes d'abord ça. Une sorte de confusion, une sorte d'abstraction, une sorte de quelque chose qui manque un peu de cohérence. Nous sommes un peu en décohérence, nous sommes une sorte d'éclatement, de fragmentation, voilà que je... Voilà, allez, tous les synonymes... ouais, fragmenté. Bien sûr, il y a toujours un dénominateur commun, quelque chose qui unit les fragments. Soit leur nature, soit autre chose. Les fragments ne sont pas si sont dissemblables, et pourtant ils ont ils ont des choses qu'ils partagent. La pensée. La pensée est vraiment dans ce concours, j'allais dire, puisque
On parle beaucoup des mal et de la malétude. Euh, et finalement, il y a aussi une histoire de mal, hein, finalement, qui ne trouve pas sa place. Voilà, qui ne trouve pas sa place dans le groupe et qui tente toujours de la trouver, même si, un peu comme s'il était lancé dans une sorte de recherche dont il ne peut pas se libérer. Il est comme s'il était condamné à chercher tout au long de sa vie un destin, une explication, un sens. Voilà, on est pris un peu dans cette affaire-là et on n'arrive pas à peut-être à arrêter de se questionner tout simplement, hein. À arrêter de se poser des questions sans fin. Qui suis-je, où vais-je, etc. Mon rapport à l'autre, etc. Je pense de quoi je dois me revendiquer, quel est mon groupe d'appartenance, quel est mon destin social, pourquoi je suis comme ça, pourquoi. Ouais, ça peut être un peu ça, une, un défaut de la malitude. Voilà, je suis un mal et j'ai ce défaut-là, un défaut existentiel, un défaut principiel. Je peux pas m'en défaire, je peux pas m'en guérir. Euh, voilà, donc je vais arrêter là. Il y a un élément extérieur qui s'est produit, ce sont les voisins. Évidemment, ça déconcentre, ça m'enlève un peu le peu de concentration que j'avais, donc je vais arrêter. C'est c'est presque une sorte j'allais dire, un dispositif, non, mais une sorte de tableau clinique un peu, de, de, la, de l'impuissance, l'impuissance calme. Je souffre pas, je pleure pas, je crie pas. C'est un sentiment d'impuissance, mais j'accepte, je l'accepte. J'ai- je suis impuissant en cet instant euh, à dire ou à faire quelque chose ou quoi que ce soit d'autre. C'est c'est comme ça. On est toujours tout le monde à un moment donné se trouvait dans une situation impossible. Moi j'imagine quelqu'un, je sais pas, j'imagine quelqu'un moi je sors pas dans les cafés, mais j'imagine quelqu'un qui après le travail va toujours dans le même café, parle aux mêmes personnes, toujours, qui ont toujours la même histoire. Et finalement, il est pas seul, mais il pourrait me ressembler. Parce qu'il est dans un horizon limité. Et voilà le problème. Euh, le côté limité de mon existence ou de l'existence tout court, il y a ce besoin, je pourrais dire, ce besoin d'être un peu, non pas alimenté, mais d'être stimulé. Stimulé par des défis, par des désirs, etc., pour tenter. Mais là, je reviens donc vers cette ambition masculine, je reviens vers ce peut-être sans intérêt, finalement. Parce qu'à la fin, ce que nous avons dans la compétition entre mâles, c'est d'arriver quelque part. Si on est assuré de ne plus arriver où que ce soit, à quoi sert de continuer de faire dans la compétition, que ce soit avec les mots ou avec les concepts, ou peu importe avec quoi nous continuons cette compétition, elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens.
Voilà, comme ça, donc il y a quelques éléments, quelques concepts, mais sans vraiment approfondir les choses. Voilà, un tableau comme ça. Euh, dans la vie, c'est une série de tableaux, une série d'instants. Il y a des choses, bien sûr, ils font partie de l'ensemble et on ne sait pas comment les prendre, comment les juger, où les placer. On est tous d'accord que le même concepteur peut avoir des choses assez, assez imposantes, assez. Et puis aussi commettre comme ça des œuvres, si on peut les appeler ainsi, des œuvres de moindre qualité, mais qu'on ne peut pas enlever. Si on devait dire, tiens, telle personne a produit, mais ça mérite d'être oublié totalement. D'ailleurs, dans le même geste, on va le détruire. Détruire ce tableau, ou détruire ce livre, ou détruire cette chose. On ne peut pas. Ça fait partie de la personne. On peut pas l'enlever. Et donc, ce sont ces paroles-là que je suis en train d'une certaine façon, de dévaloriser, alors qu'il n'y a pas de raison non plus. Il n'y a pas de raison. C'est peut-être, je m'inquiète pour le regard, plutôt pour l'audition de l'autre, mais pour l'écoute de l'autre, mais c'est pas le problème. Si vous arrivez quelque part, dans l'atelier de quelqu'un, et que vous arrivez chez lui, mais il n'est plus là, il a disparu. Alors vous trouvez des choses inégales, des ébauches, des choses. Vous n'allez pas commencer à dire, tiens, en quoi ça peut lui importer, lui, que vous trouviez certaines choses un peu décevantes. Il n'est plus là. Une fois, à quoi ça peut, qu'est-ce que ça peut me faire si jamais on juge mes paroles sans intérêt ou peu d'intérêt. Donc une fois que ces paroles-là seront dites, une fois que j'aurai appuyé sur stop, en quelque part, je m'en désintéresserai comme toujours. On s'en désintéresse. Il reste toujours l'idée de faire un peu avec le monde pictural, parce que le monde pictural, il a cette particularité de ne pas utiliser toujours le même format. On peut trouver des tableaux, tout petits tableaux, des tableaux moyens, des tableaux grands, très grands. Donc, et puis, après, il y a le motif, il y a ce qu'on met sur le tableau. Alors, on peut être en manque d'inspiration, on peut être simplement dans un état particulier. Alors, je ne sais pas, cette semaine, cette journée, ou je ne sais pas, ces moments-là, j'ai fait une sorte, je ne sais pas comment on peut appeler ça, une sorte d'abstraction, pas nature morte, mais quoique le mot nature morte me conviendrait bien. Nature morte, mais pas la traditionnelle, une sorte de nature morte avec des éléments, parce que les mots sont là, donc c'est ce qui fait la nature. Après, mort, parce qu'ils sont dans des dispositifs qui ne pourront pas leur donner, leur permettre de s'arrimer à quoi que ce soit. Ils sont morts, ils sont dans une position de non-vie ou de non-postérité, non-continuité. Voilà en quoi le monde pictural est intéressant pour cela, parce que c'est vraiment, il n'y a pas quelque chose de bien
de bien défini, on ne peut pas dire... et c'est comme ces choses-là, ces paroles, quelquefois ça prend du temps, quelquefois pas, mais c'est pas le temps, c'est le contenu. C'est le contenu qui peut varier, quoi qu'on trouve toujours un peu la même personne dans les mots utilisés, dans la façon de les disposer. Bon, j'arrête là pour l'instant.